Et si la clé d'une vie meilleure se résumait en fait à seulement 3 règles? C'est la question qu'on va explorer ensemble. On va plonger dans une sagesse ancienne, toute simple en apparence, mais qui cache une profondeur assez remarquable. Alors oui, la question peut paraître un peu ambitieuse. Réduire toute la complexité de l'existence à juste 3 directives, c'est pourtant la promesse d'un enseignement ancestral qu'on va décortiquer. En fait, tout part de là, de cette demande. Une requête hyper simple, super directe, qui traduit un désir universel. On cherche tous des conseils clairs, puissants, qui vont droit au but. Et la réponse qui a été donnée, eh bien, c'est le cœur de notre analyse. Pas de long discours, juste 3 pépites de sagesse. Allez, on attaque direct avec le premier conseil. Et c'est un peu la pierre angulaire de toute cette philosophie, vous allez voir. Ça touche à notre état d'esprit, à notre monde intérieur, à notre connexion la plus profonde. Ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que le but, ce n'est pas juste de faire un truc mécanique, un rituel. Non, l'idée c'est de prendre une action qui peut sembler routinière et d'en faire une expérience vraiment significative. Tout le changement, en fait, il n'est pas dans l'action elle-même, il est dans la tête, dans l'état d'esprit avec lequel on l'aborde. Ok, mais concrètement, on fait comment? Eh bien, la source nous donne une sorte de méthode en 3 temps. D'abord, il y a cette prise de conscience. Demain, rien n'est garanti. Ensuite, à partir de là, on adopte une posture, celle du voyageur, de la personne qui est juste de passage et qui ne s'accroche pas à tout. Et la conséquence logique de ça, c'est que chaque prière est abordée avec une urgence, une concentration, comme si c'était la toute dernière. Et cette image de l'étranger, du voyageur, elle est super puissante. Ça parle de détachement, c'est vrai. Mais attention, pas un détachement froid, genre je m'en fiche de tout. C'est plutôt le fait de réaliser que notre temps ici, il est compté. Et une fois qu'on a vraiment intégré ça, ça change tout. Ça nous pousse à vivre de manière plus intentionnelle, à chercher plus de sens. On passe maintenant au deuxième conseil. Maintenant qu'on a mis un peu d'ordre à l'intérieur, on s'intéresse à ce qui sort de nous, notre parole, la façon dont on s'exprime. Et là, on voit bien la distinction. D'un côté, il y a les mots qui nous obligent à nous excuser, ceux qui sont souvent basés sur des contre-vérités et qui, petit à petit, érodent la confiance. De l'autre, une parole intègre, fondée sur la vérité, qui n'a besoin d'aucune justification et qui, au contraire, construit des relations solides. Le point crucial, c'est vraiment ça, éviter de dire des choses qu'on devra réparer plus tard. Donc en gros, l'intégrité de la parole, ce n'est pas juste une question de morale. C'est un outil hyper pratique. Ça renforce l'estime de soi, ça solidifie la confiance que les autres nous portent, et au final, ça simplifie la vie d'une manière assez radicale. Et nous voilà à la 3e et dernière règle. Celle-ci, elle touche à un point sensible, notre rapport aux autres, et surtout à ce qu'ils possèdent. C'est un terrain où l'envie, le désir peuvent vite semer la zizanie. Le terme utilisé dans la source originale est assez fort. Il parle de désespérer de ce que les autres ont. Ça sonne un peu négatif, on est d'accord. Mais en réalité, c'est une invitation à trouver la paix à l'intérieur. C'est l'art d'arrêter de chercher son contentement dans les biens ou la situation des autres. C'est une vraie forme de libération. D'accord. Mais comment on fait pour cultiver ce contentement? Eh bien, la fameuse règle d'or nous donne une clé. Si on se concentre sur le fait de traiter les autres avec justice et bienveillance, notre attention se détourne naturellement de ce qu'ils possèdent. On passe du désir de possession à la joie de bien faire. Ok, maintenant prenons un peu de recul et assemblons les pièces du puzzle. Parce que ces 3 règles, elles sont super pour l'individu, c'est sûr. Mais ça ne s'arrête pas là. L'idée de fond, c'est que si elles sont adoptées collectivement, elles deviennent carrément le plan d'une communauté idéale. Oui, ces 3 petites habitudes personnelles se transforment en fait en 3 grands piliers sur lesquels repose une société saine et florissante. Voyons comment ça se construit. Le tout premier pilier, c'est la sécurité. Imaginez une communauté où l'intégrité et la confiance sont si profondes que chacun se sent en totale sécurité, pour soi-même comme pour ses biens. C'est une société où la bienveillance remplace la surveillance. Le deuxième pilier, c'est le contentement. Quand les individus trouvent leur paix intérieure, qu'ils sont libérés de l'envie et de l'anxiété, cette sérénité devient contagieuse. Ça crée une sorte de paix psychologique collective, une société qui respire et qui est mentalement saine. Et enfin, le troisième pilier, la prospérité. Et là, il y a un truc vraiment fascinant. La prospérité n'est pas vue comme un objectif à poursuivre à tout prix. C'est une conséquence. C'est le fruit qui pousse naturellement quand les 2 premiers piliers, la sécurité et le contentement, sont bien en place. Et voilà, la boucle est bouclée. On a un système super cohérent. La première règle, elle ajuste notre relation divine. La deuxième, par l'intégrité, elle répare notre relation à nous-mêmes. Et la troisième, elle harmonise notre relation aux autres. C'est un équilibre parfait entre le spirituel, le personnel et le social. Ce qui nous amène à la question finale. Toute cette sagesse, qui date de plusieurs siècles, est-ce que c'est juste de la belle théorie, un idéal un peu lointain, ou est-ce que ça pourrait être un vrai plan, un modèle concret pour construire des vies meilleures et des sociétés plus saines, ici et maintenant? La réflexion, bien sûr, reste ouverte.